Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Ross, bonjour mon cher Polydopso. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors aujourd'hui, pronostic, vous savez, nous sommes brillants dans cet exercice. Pronostic ô combien dangereux sur Francis Ngannou, Stipe Miocic 2 dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin sur RMC Sport, c'était le point réclame. Et là peut-être que vous allez entendre des cliquetis. Eh bien c'est un photographe brillant qui est là aujourd'hui avec nous. Nous ne vous donnerons pas son surnom officiel, sous peine de voir la chaîne être fermée par YouTube. Mais donc vous pouvez le suivre sur Instagram, @benji_femme, PHAM. C'est bien ça, monsieur ? Eh ben, c'est formidable. Il est à 1391 followers pour le moment. On espère que d'ici la fin de semaine, il sera à 150 000. On compte sur vous. Road to 150K. Road to 150 000. Alors, messieurs, vous le savez, à chaque fois, on s'occupe de la main card et on y va crescendo, bien évidemment. On a quand même perdu au combat Volkanovski contre Brian Ortega. Terrible. Oh purée, j'avais même pas fait gaffe. Ouais, Purée. Bah oui, du coup oui. Et c'est même pas. On annule la vidéo. C'est même pas renvoyer une étape supérieure, une date supérieure. Supérieur. Putain, ça penche de tous Ouais, les côtés. les 23 janvier, c'est les meilleures dates dans la hiérarchie des dates. Non mais oui, on sait pas jusqu'à quand est-ce que c'est repoussé en plus. Il a juste le Covid Volkanovski, donc, c'est ultérieur, mais ultérieur, on ne sait pas quand. Au calendrier grec. Oh la vache, les hommes de lettres sont de sortie. Bien les gars, on va passer maintenant au Coco Main Event, et là j'espère que vous allez être un petit peu plus loquace. Sean O'Malley contre Thomas Almeida qui était vu auparavant comme the next big thing dans cette catégorie bantamweight, et il y avait eu ce fameux combat contre Cody Garbrandt, les deux invaincus, premier main event de chaque côté. Ils étaient tous les deux machines à KO, et finalement c'était Cody Garbrandt qui s'était imposé par KO, on s'en souvient tous. Depuis, beaucoup plus compliqué pour Almeida, et de son côté Sean O'Malley invaincu jusqu'à sa défaite contre Chito Vera. Exactement, un combattant infiniment respecté par Rust. Et là, donc, c'est le retour de Sean O'Malley, mais c'est quand même assez dangereux pour lui, même si bon. Ouais, enfin c'est dangereux pour lui, mais celui qui est carrément dans la dynamique. Exactement. C'est Almeida. Là, je pense qu'il n'a pas eu trop le choix d'accepter ou de refuser ce combat. Il est dans une situation. Il est à 4 défaites d'affilée ou 3 défaites d'affilée. Je crois que c'est 4. Ouais, je crois que c'est 4. Ouais. Et en plus, c'est des défaites. Il y a des KO dedans. Quoi. Mais c'est pour ça qu'il reste à l'UFC néanmoins, parce que c'est 4 défaites d'affilée, mais un peu comme Dan Hardy quand il en avait eu 4 d'affilée, c'est des défaites, mais c'est spectaculaire. Donc l'UFC est en mode 3 défaites consécutives, 4 sur ses 5 derniers combats. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Et moi j'aime beaucoup Almeida, mais il a vraiment, je pense qu'il a la dynamique, il a la philosophie trop. Il s'est enfermé. Mourir ou réussir quoi. Il a pas, il est encore trop dans la bagarre en fait. Ouais. Même s'il a des qualités techniques et que c'est, bien sûr, il a du savoir-faire, sinon il n'en serait pas là où il est. Mais il prend trop de risques. Il n'arrive pas à temporiser un combat, à installer un rythme où il peut vraiment, avoir une démarche stratégique. Il est trop berserker dans son approche. Et bon, c'est un sport quand même. Et vaut mieux avoir une stratégie, vaut mieux, faut pas tout le temps se pointer avec l'esprit je vais y aller et si ça marche pas tant pis quoi. Donc là il est clairement mis, je pense, les matchmakers de l'UFC le mettent pour prendre un KO contre Sean O'Malley pour relancer la hype. Ça me paraît clair parce que il a pas une très très bonne défense et ça a toujours été sa faiblesse. Almeida, il a un très bon arsenal offensif et il en veut. Il est très agressif, ça marche. Mais le problème c'est qu'il prend trop de coups et c'est pas le combattant le plus résistant. Qui soit, et donc il est face à Sean O'Malley qui lui pour le coup a une grosse force de frappe. Donc là je pense qu'il est un peu installé, envoyé un peu au casse-pipe, honnêtement. C'est un peu mon analyse de ce combat là. Ça veut pas dire que ça va pas être un beau combat, je pense que ça va être intéressant, mais que c'est quand même un peu pour redorer la hype de Sean O'Malley. Ouais, je pense aussi. Ouais, je trouve aussi, c'est en plus de ça il est bon Almeida et il a démontré qu'il avait le niveau, mais je trouve que même O'Malley est beaucoup plus technique et que l'allonge qu'a O'Malley et son style de combat sont parfaitement adaptés à un style qui est très classique, mais c'est pas forcément un problème d'être classique, mais disons que il est classique sans non plus être le meilleur dans les fondamentaux Thomas Almeida. Et du coup, je pense que et le game plan et le style de combat de Sean O'Malley sont effectivement adaptés à un finish spectaculaire aussi. Je me range. Ouais, parce que je pense que Thomas Almeida, là où il brille vraiment, c'est dans la courte distance. Il a notamment, moi, il y a un truc qui fait que j'adore,
et qui est pas très très commun parmi les combattants, c'est les contres avec les coudes. Il arrive bien, normalement quand tu fais un décalage et que t'envoies ton bras, c'est ton bras arrière que t'envoies, lui il intercepte les adversaires avec des coups de coude, il avait fait ça avec Brad Pickett il me semble, et c'est assez impressionnant, mais le problème c'est que là il va se retrouver... il était monstrueux, était monstrueux. Et là il va se retrouver face à un adversaire qui combat dans une distance qui est plus une distance de karaté, Shotokan, c'est-à-dire vraiment longue distance, voire même un pas hors de ta distance, c'est-à-dire que tu dois faire un pas pour pouvoir toucher l'adversaire. C'est ça. Et là, je trouve pas que ce soit là où il brille. Et quand on accélère un peu en anglaise, il a un peu dépassé ce qu'avait montré Cody Garbrandt. Donc je pense que oui, là pour le coup, sauf s'il arrive à caler en interception un coude ou quelque chose comme ça, je pense qu'il va se faire outgunner, quoi. Exactement. Après, on ne sait pas non plus dans quel état de forme arrive Sean O'Malley. Parce que quand même, je pense qu'il a pris le temps là. Dans quel sens tu penses que physiquement Ouais, en fait, il a pris le temps et de toute façon, techniquement, c'est clair, c'est magnifique ce qu'il fait. Mais c'est vrai que on sait qu'il est assez fragile, assez friable, un petit peu comme Anthony Pettis. Donc ça n'empêche pas qu'ils sont brillants, mais je ne sais pas comment est-ce qu'avec de l'appréhension, en fait, c'est ça que je veux dire au niveau confiance, comment est-ce que va arriver Sean O'Malley, quoi. Je rejoins complètement Polydomso. Moi, je vois un petit KO de Sean O'Malley, fin de deuxième, début de troisième round. Et je pense que pour le coup, ça va être assez tranquille pour lui. Moi, la façon dont je vois, c'est qu'il va y avoir des coups des deux côtés quand même, parce qu'ils sont tous les deux très agressifs, mais surtout Almeida. Après, ce que tu soulignes sur la fragilité, c'est un point qu'il faut vraiment prendre en considération, parce que ce qu'a montré Chito Vera, c'est quand même un peu c'est une bonne tactique à employer contre un adversaire qui a le style de O'Malley. Les kicks, on le sait, c'est un peu surtout en contre, quand la personne justement rentre dans la distance de boxe. Les jambes sont là généralement et elles peuvent être cueillies. Il y a un combat qui, juste, je te laisse continuer, mais qui exprime, je pense, pas mal ce que tu veux dire, et qui est connu dans le monde du kickboxing, c'est Nicky Holzken contre Raymond Daniels, pour vraiment qui illustre exactement ce que tu es en train de dire. Ouais, exactement. Et en plus, on en a eu l'illustration avec Poirier contre Conor McGregor. Enfin, c'est un peu la méta actuelle justement de réponse à ce style, on va dire, de garde large et d'escrimeur, c'est les low kicks ou les calf kicks en contre quand la personne rentre dans sa distance de boxe. Mais il sera attendu là-dessus. Exactement, je pense quand même que c'est un peu ce qui a été exposé contre Chito Vera. Alors, j'ai toujours un doute parce qu'il faut pas prendre en considération ce que dit le fighter, il faut prendre en considération ce que dit son corner. Parce que les fighters, ils peuvent être un peu avoir une vision un peu différente et biaisée. C'est ça, parce que c'était une blessure qu'il avait citée. Ouais, Sean O'Malley, il avait un peu trouvé, il avait pas justement pris conscience, ou alors il n'avait pas accepté justement qu'il y avait une réponse qui avait été apportée à son style. C'est un peu important aussi ça. Voilà, mais bon, je pense quand même qu'il y a un corner, qu'il y a des entraîneurs qui, eux, ne sont pas dans la passion, ne sont pas dans l'émotion et qui vont justement trouver les armes en réponse. Et c'est vrai qu'Almeida, même si on ne l'a pas vu beaucoup kicker, c'est quelque chose qu'il sait faire. Il le fait, il fait surtout des high kicks et des middle kicks, mais il sait faire les low kicks. Bon, il a un background en Muay Thai, donc je pense que c'est présent. C'est une arme qui peut être utilisée. Donc bon, moi, je mets plus quand même ma pièce sur Sean O'Malley dans cette rencontre. Je pense, TKO, round 2, voire round 3. C'est ça, et puis je pense vraiment qu'ils vont être ultra vigilants là-dessus, parce que c'est un truc, c'est un peu comme la revanche Conor McGregor Poirier, tu vois. Je pense que ça va être compliqué pour McGregor, mais s'il y a bien un truc où tu vas te dire, il faut surtout pas que je me fasse reprendre là-dessus, c'est ça, surtout qu'en plus, mine de rien, Sean O'Malley, il y avait déjà eu cette alerte, c'était quand le combat où il avait fini sur une jambe aussi. Il a un nom. Sukumtak. Je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. Restons là. Ouais. Non, mais effectivement. Pronostic. Moi, je mets aussi Sean O'Malley. Et pareil, en fait, je vois bien un petit KO round 2, round 3. Mais et ce serait intéressant. Alors, effectivement, ça va pas forcément avec le fait qu'il n'a pas eu l'air d'avoir une énorme prise de conscience. En tout cas, publiquement. Mais on sait, c'est toujours différent ce qui se passe derrière les rideaux, etc. Mais en plus de ça, ce qui est bien, c'est que s'il y a eu une prise de conscience et qu'il sait aussi que son corps peut lâcher plus facilement, il peut adapter son style, et je serais très curieux de voir comment il adapte son style, s'il arrête, mettons, par exemple déjà tout ce qui est low kick ou etc., ou les coups de pied circulaires pour se concentrer sur un jeu uniquement en type, en front kick ou tout comme ça pourrait être vraiment intéressant, et donc je suis curieux de voir ça aussi, mais voilà, comme vous, D'autant qu'en plus, moi je trouve que c'est intéressant, il faudrait un jour qu'on fasse peut-être un podcast que moi je ferais sur la réponse justement sur les calf kicks, parce que c'est un problème en fait c'est une arme qui a été apportée en réponse justement à cette position qui est ample,
Pourquoi pas lors de la revanche de la trilogie Conor McGregor de Symphony. Faudrait trouver l'occasion qui fait le marron dans ta gueule, tu vois. 0 à 1000. mais oui, il faudrait en parler parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément. Il y en a qui disent oui, mais il faut checker, Mais ça, le problème, c'est que ça te fait sortir de ta position d'escrimeur. Et si en fait avec ces leg kicks la personne te fait sortir de ta position d'escrimeur, il a déjà gagné en fait. Ce qu'il faut, c'est trouver les réponses pour conserver ton style d'escrimeur tout en répondant à cette menace. Et il y a des choses qui ont été montrées, je pense notamment ce qu'avait montré Ivanov dans son combat, j'ai oublié, Phil Oz, je crois que c'était ça. Donc là, Imavov. Exactement, qui avait déjà montré, je pense, certaines choses qui sont intéressantes dans cette dynamique. J'en dis pas plus, on en parlera le moment venu. On peut dire que cela dit, de toute façon on va en parler en grand détail parce que ça va être passionnant. Mais Cyril Gann aussi. Exactement, et dans le documentaire Une semaine avec Cyril Gall que je vous conseille. Et qui l'a fait Quelqu'un de brillant. Le Scorsese du MMA, c'est ça. C'est comme ça qu'on va faire. Ouais, c'est comme ça. Mais en gros, à un moment donné, ils en parlent justement. Fernand, il y a une séquence qui est dans la chambre d'hôtel où il s'entraîne et où en gros, Fernand... pour contrer les low kicks probables de Rosenstruik, justement dit à Cyril, pour contrer ça, pour même éviter qu'ils ne les mettent, c'est-à-dire que c'est même pas les checker, c'est proactif en fait, éviter qu'ils ne les mettent, beaucoup de side kicks au niveau des hanches, des front kicks sur la cuisse, et ça marche parfaitement. Donc c'est pour ça, petite parenthèse, mais ça rejoint une autre discussion qu'on avait eue, je crois, Rust et moi en off. C'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de calf kick, par exemple, au Lumpini ou dans des coins comme ça. Bon, déjà, la position n'est pas la même parce qu'ils sont hauts, mais aussi parce qu'il y a tout un travail justement de type sur la jambe qu'ils utilisent, qui fait que les calf kicks sont moins efficaces. Enfin, il n'était pas souvent en position de les mettre, en fait. Donc, il y a plein de pistes. Maintenant, il faut juste réassembler les pièces pour les utiliser, en tout cas... pour permettre l'utilisation de la garde ample sans être gêné trop par les calf kicks. Donc le pronostic, mon cher Polydomso, parce qu'il esquive. Ah non, j'ai dit TKO round 2 ou round 3 pour Sean O'Malley. Eh ben, formidable. Ouais, on est tous les trois sur le même. On va passer au Common Event. Et messieurs, je regarde les bilans de Tyron Woodley et Vincent Luque, c'est quand même fou. Ils ont quasiment le même bilan. C'est-à-dire 19-6-1 pour Tyron Woodley, 19-7-1 pour Vincent Luque. Alors que, je veux dire, il y en a un qui est beaucoup plus âgé que l'autre. Oui. J'étais en train de me dire, mais du coup... Où peut-il en venir ? Bref, donc ce combat-là se retrouve comme un event. Malheur aux perdants, surtout si c'est Tyron Woodley, j'ai envie de dire. Parce que là, Vincent Luque, donc, il était sur une bonne série. Il y a eu ce combat contre Wonderboy qui a été assez terrible pour lui parce que, comme disaient les Américains, he got schooled. Et Tyron Woodley, là, la vraie question, c'est a-t-il toujours envie de combattre ? Parce que donc, le combat contre... il y a eu Colby Covington et Gilbert Burns, on avait tout simplement l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là. Très rapidement, il s'est rendu compte j'ai mieux à faire ailleurs. Même les 3 combats, parce que même contre Ousmane, en fait, c'est dingue, parce qu'il a perdu, je crois, 14 rounds d'affilée, comme ça, mais très très nettement, en fait. C'est assez impressionnant pour un ancien champion, qui au moment où il était champion, défendait quand même bien sa ceinture. Moi, je veux dire, le truc positif là-dedans, c'est qu'au moins Vicente Luque, il va peut-être donner l'opportunité à Tyron Woodley de faire un combat intéressant. Parce que le problème de Tyron Woodley, c'est, je dis ça avec beaucoup de respect, mais il est assez chiant à regarder combattre. Honnêtement, sa stratégie de rester dos à la cage, d'attendre et de déclencher, ça a pu marcher jusqu'à un certain temps, mais là, il se trouve qu'il y a plusieurs personnes qui ont apporté la réponse à cette stratégie-là avec une activité en le suffoquant, en fait. Et le truc, c'est que Vicente Luque, pareil, c'est quelqu'un qui a une grosse activité, qui a du punch et qui a pas peur. Moi, ce que j'aime bien avec Vicente Luque, c'est qu'il est vraiment dans la dynamique. Je vais prendre un coup, mais je vais t'en mettre un et c'est moi qui vais faire plus mal que toi. Et mais il n'a pas la dimension grappling qu'avaient les 3 précédents adversaires aussi. C'est vrai, mais justement, ça va être une réponse. Ça va permettre de voir où en est vraiment Tyron Woodley. Parce que normalement, effectivement, il a des armes qui lui permettent de répondre face à Vicente Luque. Mais s'il s'écrase justement du fait de l'agressivité de Vicente Luque, là, il y aura peut-être plus d'espoir pour lui, je pense. Parce qu'après, cela dit, la manière dont Rory McDonald avait battu aussi à l'époque Tyron Woodley, c'était sans grappling. Et c'était purement en striking, donc c'est possible aussi. Et surtout que Burns l'a mis dans la sauce en striking exclusivement. Ouais. Non, en vrai, pareil. Et puis c'est vraiment terrible, mais ça ne m'intéresse même plus en fait. Je sais que c'est pas cool, tu vois. Enfin, on est des fans, etc. Mais ça, vu ce qu'il démontre, et ça fait 3 combats qui montrent qu'il a même plus envie de venir combattre. En fait, en tant que fan, moi, ça m'intéresse même plus de le voir non plus, en fait. En plus, à chaque fois sur les réseaux sociaux, en mode ça y est, je suis de retour. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'histoire d'enfant qui crie au loup. Je crois que c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment ça.
Bon, Bon. après, il faut raison garder parce que il a perdu contre Burns, contre Ousmane et contre Covington, qui sont quand même parmi les meilleurs de la catégorie. Justement, Vicente Luque, c'est un combat intéressant parce qu'il est bon. Hein, Vicente Luque, faut pas se formaliser à part sa défaite contre Stephen Wonderboy Thompson. Il était sur une série de 8 victoires, un truc comme ça. Ah non, c'était impressionnant. Il est assez impressionnant et il combat bien. Et puis il va au charbon, quoi. J'aime bien cette dynamique-là. Et puis même contre Stephen Wonderboy Thompson. Coéquipier de Gilbert Burns. En plus, ouais. Et contre Wonderboy, il y a plusieurs moments où il a touché Wonderboy et ça aurait pu vraiment... Contre la cage d'ailleurs. Ouais, contre la cage. C'est un des rares à avoir justement réussi à pousser Wonderboy dans cette position-là. Donc c'est intéressant. Et là, il n'aura même pas ce taf à faire parce que Tyron Woodley, de toute façon, se met automatiquement dans cette position-là les 3/4 du temps. Donc ouais, en fait, ça va vraiment révéler où en est Tyron Woodley, s'il peut utiliser d'autres armes, s'il peut être plus actif. Vraiment plus actif. C'est un problème d'activité la plupart du temps parce que quand il ne s'exprime pas, il laisse en fait le champ d'opportunité à l'adversaire et jusqu'à présent, jusqu'à sa série de défaites, il y a beaucoup de personnes qui s'auto-censuraient parce qu'ils se disaient il envoie quand même, j'ai pas envie de passer 5 minutes sur le dos si jamais il déclenche un double quand moi je vais rentrer à distance. Sauf que là, ce qu'ont démontré à la fois Covington et Burns, Ousmane c'était vraiment parce qu'il l'a contrôlé vraiment en clinch contre la cage, mais Burns et Covington c'est qu'en fait sa capacité d'amener au sol, sa capacité de striking, elle est vraiment divisée par 2 quand on est actif. Même si on laisse des ouvertures, en fait, il cherche trop l'ouverture parfaite. Tyron Woodley. Alors messieurs, Ben. sachant qu'il a quand même des... Je vous coupe, mon cher. Je suis vraiment désolé. t'inquiète. C'était pour dire aussi que mine de rien, Tyron Woodley, là, sur ses 2 derniers combats, à la différence d'Ousmane, où pour moi le combat Ousmane était différent des 2 derniers, mais là tu vois c'était vraiment criant qu'il cherchait à chaque fois. Même Dean Thomas il passait son temps à dire faut que tu sois quand même un petit peu plus actif. Donc là t'as un peu ce côté, soit il essaie d'être justement plus actif, quitte à perdre et se faire prendre, attraper quand même par Vicente Luque, ou alors il va subir le même type de défaite. Donc c'est quand même assez clair ce que Tyron Woodley doit faire. Enfin... Bah, c'est très clair et en fait c'est même à la place de ses entraîneurs ça doit être assez délicat quand même parce que si c'était son entraîneur tu dis la première fois que ça arrive tu dis c'est vrai que le style n'était pas favorable, c'est vrai qu'il a été sous pression machin, il a perdu sa ceinture, mais une 2e fois et une 3e fois en fait ça doit être assez bizarre dans le vestiaire en fait, c'est en mode À chaque round, il y avait la même instruction de Thomas. Un petit peu plus d'activité, s'il te plaît. Mais ça doit être terrible parce qu'avant le combat, tu peux être sûr que les entraîneurs doivent être en mode cette fois-ci vraiment t'y vas, un petit peu plus d'activité. Woodley doit être en mode ouais, bien sûr. Et si pour la 4e fois d'affilée il se passe le même truc, au bout d'un moment, que faire quoi? Que dire? Que dire Alors, messieurs, pronostic. Moi je vais aller avec Vicente Luque, mais c'est parce que j'ai envie que Vicente Luque gagne en fait. J'ai envie qu'on clôt le chapitre. Ah oui, donc maintenant il n'y a même plus d'analyse, plus rien. J'aime bien Vicente Luque. Évidemment, c'est pour ça que je précise, parce que pour le coup... en mode retraite là. Ouais, mais c'est à la fois ce que je veux et je pense aussi que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que Vicente Luque est quand même dans une meilleure dynamique. Alors effectivement, il y a toujours l'inconnu en grappling. Là, je pense que Tyron Woodley aura un avantage par rapport à ces 3 dernières rencontres où il était soit sur un pied d'égalité, soit carrément en désavantage. Donc c'est la voie de solution pour lui. Il pourrait gagner ce combat, c'est en 3 rounds en plus. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Attends, et juste une précision, les gars, les 3 derniers combats de Woodley, c'était des main events. C'était en 5 rounds. Ouais. C'était des main events en 5 rounds. C'est sa chance. Ouais, c'est sa chance. Donc honnêtement, c'est pas aussi. C'est important de soulever ça. C'est pas aussi. Enfin, c'est pas aussi y a un peu de pour lui, tu vois. C'est pas aussi déprimant pour lui. Il peut vraiment gagner s'il a vraiment la bonne stratégie, si il a des voies de sortie. Maintenant, je mise plus sur le côté un peu nonchalant, je trouve, de Tyron Woodley qui m'interpelle. Alors là, on est vraiment dans de l'analyse de comptoir, hein, c'est vraiment de l'immatériel, mais justement cette approche qu'il a, tu vois, de dire de toute façon j'ai déjà été champion. Tu sais, ça communique, ça transpire de sa personnalité, tu vois. On a l'impression qu'il n'en veut plus vraiment. Ouais. Donc effectivement, pris in abstracto le combat, moi j'aurais peut-être tendance à donner même Woodley. Vraiment, si on faisait abstraction de ces dernières sorties, j'aurais plus tendance à mettre une piécette sur Woodley. Mais là, dans la dynamique actuelle, dans la psychologie, et en plus là, il a affaire à un tueur, un mec qui en veut vraiment. Je pense qu'il va rester dos à la cage, il va peut-être avoir un takedown à un moment donné, il va se faire dépasser. Alors je le vois mal se faire terminer quand même, parce qu'il est dur à terminer, Tyron Woodley.
Mais ouais, Et quand il se fait terminer, c'est à l'usure. Du coup, là, en 3 rounds, ça risque d'être compliqué. c'est ça. Donc, Après, ça se trouve, il peut avoir justement, comme c'est en 3 rounds, et il y a des grandes chances The que ce Last soit. Tour. Ouais, un run pour le titre, j'y crois pas, tu vois. Mais en revanche, c'est vrai que si les limites qu'il a connues sur ces 3 derniers combats, c'était psychologiquement, parce qu'il se disait. Bon, j'ai plus la niaque, j'ai plus le style. En plus, c'est 5 rounds. J'ai pas envie d'aller jusqu'au 5 rounds. En plus, le mec a un style où il travaille en volume. Il a plus de cardio que moi. Ça m'énerve, j'en peux plus. Au moins, là, s'il arrive en se disant, bon, même si j'ai plus la niaque, j'ai plus machin, au moins, c'est 3 rounds. Les 2 premiers, ça se trouve, il va faire rien. Et le 3e va se dire, bah ouais, c'est bon, maintenant je peux y aller. Et peut-être que psychologiquement, le fait que ce soit que 3 rounds, il va. Ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est une Complètement. possibilité. Hein. C'est quasiment du 50-50 pour moi, ce combat, honnêtement. 50 G's. Décision unanime pour notre cher Williamson. Ouais, je vais même dire split décision. Je pense que le combat va être un peu spécial. Je pense qu'il y a un peu ce que tu vas dire. Il y a peut-être moyen que sur les premiers rounds, premier et deuxième round, il y a un petit avantage en striking sur Vicente Luque parce que justement c'est lui qui va porter le combat et que Woodley il aura peu d'activité, enfin la typical Woodley. Et au troisième round, peut-être que Woodley va se rendre compte, en fait merde, il est droit, il est en face de moi, je peux l'amener au sol et il y aura peut-être un round full lutte. Ouais. Où il va vraiment contrôler Vicente Luque. Donc, ouais, split décision, je vois bien un truc comme ça. Moi. Ouais, moi je vais mettre. Woodley qui après s'est fait dominer pendant 2 rounds, mais KO Vicente Luque au 3e. Non, mais c'est possible en plus. Hein, Ouais. c'est possible. Et ce serait beau. Ce serait beau, mais alors après c'est encore pire. Oui. C'est encore pire qu'est-ce que tu fais de Parce Woodley. qu'on est tu vois. reparti pour au moins, je pense, décision unanime pour Vicente Luque. Bien, messieurs, Split décision unanime. vous l'avez vu, c'est la revanche. Janvier 2018, Boston, Massachusetts, UFC 220. Les francophones sont présents. Comme-main event, Volkanos Demir perd par TKO contre Daniel Cormier. Main event, tous nos espoirs sont là pour Francis. Même l'UFC poste un vive le Francis avec le drapeau de la France juste derrière. On y croit. Défaite malheureusement par décision unanime de Francis Ngannou face à Stipe Miocic qui confirme avec une nouvelle défense de ceinture. Les deux hommes avaient dit ouais, on va se retrouver dans quelques années, 3 ans plus tard, là ça y est, on y est, UFC 260. Stipe Miocic contre Francis Ngannou volume 2. Et là maintenant place au pronostic. Bien évidemment, je préfère faire un petit disclaimer. Et là vous allez vous dire ah ok, on voit vers où vous allez les gars. Nous sommes pour Francis, mais il convient de nuancer nos propos et surtout d'être objectif quant à ce qu'apporte chacun sportivement tout simplement. Et pour ma part, je pense que ça va être compliqué pour Francis à nouveau. Oui, non, parce que c'est en fait ce qui est très compliqué, on en parle à chaque fois. Stipe Miocic, ce qui est plus facile, c'est nos analyses se basent sur quelque chose d'assez tangible finalement. Francis, évidemment qu'il a progressé en lutte, effectivement qu'il a progressé partout, mais on n'a pas pu le voir dans la cage. Et donc c'est très compliqué de se dire justement, comme il ne l'a pas fait, mais c'est à l'entraînement, il va pouvoir reproduire ça face à Stipe Miocic en 5 rounds, et surtout tu vois de dire, le menton... On est d'accord avec ça, on en avait parlé lors de la preview, le menton Stipe Miocic, bien évidemment, maintenant est selon toute vraisemblance plus friable. Mais est-ce que ça va être ce combat-là ? Est-ce que ça va être le combat d'après ? On ne le sait pas vraiment, c'est pas comme Chuck Liddell qui s'était pris déjà 2 KO, était là, t'as le combat contre Rich Franklin, c'est ça ? Oui, il prend juste un jab, ouais. Voilà ça. En plus, Rich Franklin qui avait la main pétée en plus. Et là on peut se dire, peut-être qu'il y a un risque. Là, il vient d'encaisser 3 gardes, enfin, les 2 derniers, donc 2 gardes de suite contre Daniel Cormier, le menton allait bien. Compliqué. Je rejoins Guillaume, il y a un monde entre ce que tu fais à l'entraînement, même si pour reprendre les paroles de Fernand Lopez, même si tu te butes à l'entraînement, et ce que tu fais dans l'octogone le soir du combat. C'était Bas Rutten qui disait en fait c'est comme si je te disais de marcher sur une bande de 10 cm de large, tu y arriveras très bien, mais si tu dois marcher sur une planche entre 2 immeubles à 300 mètres de haut, c'est la même difficulté mais tu n'y arriveras pas parce que tu as le stress en fait. Et c'est pareil pour ça, c'est pour ça que moi elle est parfaite l'analogie. Elle est bien hein, mais j'ai tendance à avoir de principe à douter un peu tant que je ne vois pas, comme Saint Thomas, tu vois, je ne vois pas, tu vois, je doute un petit peu de la capacité de le faire. On avait déjà eu ce propos à propos de la lutte de Justin Gaethje. Donc justement, moi, ma position, c'était de dire, il y a peut-être toutes les accolades qu'il faut. Il y a peut-être tout le monde qui dit que c'est un excellent lutteur, mais tant que je ne l'ai pas vu lutter vraiment dans l'octogone, je ne peux pas me préciser. Et de principe, je vais considérer qu'il ne sait pas le faire. Ma position de principe, ça va être celle-là. Et c'est pareil pour moi avec Ngannou. C'est pour ça que c'est très compliqué ce combat à pronostiquer. Effectivement, il y a des qualités énormes de la part d'Ngannou. Il progresse, ça se voit qu'il progresse sur certains domaines. Moi, je trouve que là où il a le plus progressé depuis qu'il est rentré à l'UFC, c'est sur son footwork.
Je vous invite à regarder son tout premier combat contre le Brésilien. J'ai oublié son nom. Oui. Luis Enrique. Exactement. Oh, bravo. Ah, bien Qui joué. avait signé à Arrest Fighting d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et ben, regardez le footwork d'Ngannou, c'est vachement drôle parce qu'il marche et il a une temps. C'est marrant, hein, mais il fait des trucs qu'on fait pas, tu vois. C'est qu'il commence à avancer avec le pied arrière plutôt que le pied avant. Donc c'est vraiment Quand il shift. Non, c'est pas. Non, tu regarderas le combat. C'est normalement, habituellement, quand tu t'avances du pied avant, mais en fait, je pense que c'est pour montrer qu'il part de très très loin en fait, Ngannou. Parce qu'il fait un truc qui est pas commode en fait dans le striking. Et 3 ou 4 combats après, on le voyait sur la pointe de pied faire du in and out et tout. Donc c'est impressionnant. Il a énormément progressé très très rapidement. 12 combats à l'UFC désormais. Ouais, non, mais Ouais, c'est mine de clair. rien, ouais. Et il a des contres et tout. Enfin, vraiment, il a progressé. En revanche, moi, sa lutte, sa capacité au sol et surtout sa capacité de réaction par rapport à un adversaire qui ne tombe pas face au premier coup. C'est surtout ça, en fait, le truc. C'est pas tellement la lutte en soi. Moi, j'ai déjà vu en anti-lutte, qu'on l'a déjà vu dans son premier combat contre Curtis Blade, il arrivait à stuffer des takedowns. Et puis même contre Cain Velasquez, mine de rien. Parce que l'uppercut qu'il met, c'est quand Oui, tout Cain à fait. Velasquez approche en grappling et tente un exactement. takedown. Et c'est son jeu d'ailleurs d'intercepter les poids lourds quand ceux-ci veulent venir en clinch ou veulent faire une transition entre une attaque en ligne haute et arriver en contact en clinch. C'est là où il passe justement ces enchaînements. Moi, c'est plus cette capacité à durer dans un combat, à répondre à quelqu'un qui a une agression qui est construite et non pas une agression en première intention. C'est-à-dire Stipe Miocic, la force qu'il avait dans son combat contre Ngannou, c'est que il partait pas du principe genre je vais boxer, là je vais faire de la lutte, là je vais boxer, là je vais faire du kickboxing. Non, il mélangeait tout ça. Il arrivait en fait à fausser son intention et à déjouer en fait les contres d'Ngannou. C'est-à-dire qu'Ngannou, passé le round 1, il ne savait plus, à chaque fois, je répète à chaque fois la même chose quand je parle de ce combat, il ne savait plus si Stipe Miocic il allait faire un jab, s'il allait faire un low kick ou s'il allait faire une entrée en lutte. Et il était paumé. Et en fait, on voyait bien que du coup, ça désamorçait son contre. Il savait plus quand déclencher en fait son contre. Parce que normalement, un contre, quand tu le déclenches, c'est une fraction de seconde, c'est un crissement de cheveux. Tu vois un mouvement, boum, tu pars. Tu te dis pas juste ah là il attaque, donc là je vais me décaler, là je vais contrer. Non, tu prends déjà le coup si tu réfléchis comme ça. Donc en fait, dès que tu es faussé, que tu sais plus en fait quel signe physique va annoncer une attaque en ligne haute ou un takedown, c'est déjà niqué. Ton contre, il touchera plus, tu vois. Donc en fait, c'est ça la grosse inconnue que j'ai avec Ngannou, et je pars du principe que je sais pas, même s'il se bute à l'entraînement, même si c'est le meilleur à l'entraînement, je vais Et partir. puis même s'il a cette fameuse cacahuète magique qui fait qu'il va peut-être balayer toutes nos analyses. Exactement. Mais en tout cas, crochet. je pars du principe que je pense pas qu'il ait progressé sur ce sujet-là, dans un combat. En fait, moi, il y a plusieurs trucs qui rendent justement le combat intéressant. C'est-à-dire que même si on a toutes ces inconnues, en revanche, il y a une inconnue qu'on n'a plus, c'est le fait que si on veut genre parler Hollywood, etc., il avait des démons qu'il n'a plus. C'est-à-dire que le combat contre Miocic et le combat contre Derrick Lewis, ça c'est bon, je pense que ça n'arrivera plus jamais en fait. Il le sait, il l'a vécu, et je pense que du coup, ça nous assure au moins, même si rien n'est jamais sûr, mais ça nous assure au moins que là, l'approche qu'il aura pendant ce combat-là, vu ce qu'il a appris surtout avec Miocic, là l'approche qu'il aura, je pense, sera beaucoup plus adaptée et beaucoup plus intéressante et rendra le combat beaucoup plus compétitif, je pense, au moins sur les premiers rounds, je pense vraiment. Du coup, je suis tellement curieux, et du coup on peut se baser sur rien, mais j'ai quand même envie, je vais mettre Ngannou aussi, parce que j'ai quand même envie de me dire que tout ce qu'il a appris là, avec ces 2 combats-là, et même si on n'a rien vu sur ces 4 derniers, rien que la défaite contre Miocic et ce qu'il en a appris lui donne suffisamment, je pense, l'a fait suffisamment progresser pour arriver ici, même s'il avait les mêmes armes qu'avant, pour pouvoir gagner, tu vois. Même s'il n'avait pas progressé du tout, juste une meilleure gestion de son combat, je pense, peut faire la différence. Du coup, pour moi, je mets Francis Ngannou. Alors après, il y a un autre truc, alors ça, je sais que ça va être complètement en parallèle, tu vois, mais dans le Embedded, l'épisode 2, alors je l'ai vu qu'une fois, et ça se trouve, je l'ai rêvé, tu vois, mais je pense pas. Il y a un moment donné, où il fait un enchaînement en kick au PAO. Alors évidemment, et en plus on est exactement dans ce que tu viens de décrire un peu, Domso, c'est-à-dire que oui, on le voit sur les PAO, ça veut rien dire, on a bien vu Ronda Rousey faire des super trucs au PAO, etc. Ouais. Mais mine de rien quand même, c'est-à-dire qu'il tente des trucs, si je me souviens bien, il fait à un moment donné un enchaînement où il fait genre 2 coups en anglaise, un low kick, et après son low kick, il shift, c'est-à-dire qu'il fait un low kick du droit, et après il laisse la jambe droite devant, et il fait, je crois, genre un jab high kick ou un truc comme ça. Enfin, vraiment une vraie combinaison avec des shifts dedans, vraiment grave intelligent dans les changements de niveau et tout. Alors ça veut rien dire, mais j'étais en mode, bon,
c'est un combat, c'est toujours différent, l'anecdote de Bas Rutten, mais il fait des trucs quand même, c'est vraiment stylé. Et si jamais, on sait pas, si jamais il peut les placer en combat, il y a des trucs de fou qui peuvent se passer. Il peut nous surprendre, mais comme jamais, quoi. Non, mais c'est clair. Et moi, j'ajouterais que ce qu'il y a de positif pour Ngannou, c'est que je pense que dans son premier combat, il aurait pu largement le gagner, ce combat. Honnêtement, même si la décision fait pas un pli, il se fait dominer sur 4 rounds, ça je l'entends très bien. Mais c'est juste qu'il avait la pire approche, je pense, possible Et il le pour sait. ce combat. Et il le sait, tout le monde le dit, Fernand l'a répété. Je pense qu'Ngannou le savait, il sait qu'il est arrivé avec un stress énorme dans ce combat où il se disait faut que je termine. Il en a chié jusqu'à sa préparation, tout ça. Et donc il y avait toute une circonstance, tout un tas de circonstances qui fait qu'il a adopté la pire stratégie possible face à Stipe Miocic. Alors que du coup, Stipe Miocic, lui, avait la meilleure stratégie possible contre Ngannou. Et pourtant, même dans cette configuration-là, il y a plusieurs moments où Stipe Miocic, c'était la tour branlante, quoi. Donc c'est pour ça que moi je suis aussi positif, malgré tout ce que je viens de dire sur le. En fait, je faisais de la précision sur le fait des progrès. Je voulais souligner ce point parce que c'était important, parce que je le lis partout, ça, et ça m'énerve un petit peu quand j'entends des oui, vous croyez qu'il a pas bossé, bien sûr qu'il a taffé à mort. Je voulais vraiment adresser ce point-là parce que c'est un truc, franchement, qui pour moi est un peu une fausse. Enfin, c'est un faux point de. Enfin, c'est un mauvais argument, je pense. Tant que c'est pas appliqué dans l'octogone, je peux pas savoir en fait. Et on peut pas nous reprocher de partir sur en fait quelque chose qu'on n'a pas vu en fait. On peut pas. Et ça n'enlève rien du tout, évidemment, au fait qu'on est évidemment complètement d'accord pour dire que c'est évident qu'il a travaillé, bien mais sûr, comme un mais porc, de toute façon, on le sait. sûr. Il n'est pas resté juste à donner des coups dans un sac pendant 3 ans, ça c'est clair. Donc voilà. Mais malgré tout, malgré le fait que je dis bon, on peut pas savoir vraiment s'il a progressé, même si on part 3 ans en arrière, même si et c'est pas le cas, c'est pas ce que je suis en train de dire, même si c'est le même Ngannou qu'il y a 3 ans, je pense que le Ngannou qui a 3 ans avait ses chances pour gagner. C'est juste qu'il avait adopté le mauvais truc. Et sa force, c'est qu'il a eu la démonstration totale qu'il avait adopté la mauvaise stratégie. Donc là, avec la bonne stratégie, ce que je dis, rester à distance, poussé par différents moyens, Stipe Miocic à rentrer en première intention en lutte, ça doit vraiment être sa stratégie, je pense. Par les low kicks, par les body punch, on en a parlé. Il y a plein d'armes qui sont disponibles pour lui et je suis sûr qu'il les travaille. Je suis sûr qu'il a un corner qui lui explique ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire et je pense qu'il a ses chances pour gagner comme ça. De son côté, Stipe Miocic, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour lui, pas forcément positif dans l'approche de son combat contre Ngannou. C'est pas tellement qu'il l'a gagné une première fois, ça c'est plutôt positif psychologiquement, mais c'est surtout qu'il sort d'une trilogie contre Cormier, où il a fait un combat par an grosso modo, où c'était tout le temps contre Cormier. Et ça, généralement, par expérience, tu vois, c'est un peu comme Ken Velasquez qui a rencontré que Junior Dos Santos pendant je sais pas combien de temps, et que du coup, après, perd contre Verdum dans la foulée, quoi. Je pense que quand tu t'en viens à avoir une telle rivalité marquante, surtout il a 38 ans maintenant, Stipe Miocic, et que, je pense que psychologiquement, et que pendant 3 ans, il n'a pensé qu'à Daniel Cormier, à mon avis, c'est difficile de se reconditionner mentalement pour affronter quelqu'un, en plus qui plus est que tu as déjà battu facilement. Enfin, tu vois, dans la mentalité de Stipe Miocic, je crois que c'est ça en fait. Donc du coup, je pense qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions psychologiques. Alors, c'est encore un peu de la fumée, plan sur la comète, mais je pense que c'est bizarre, ça va être dur pour lui, ça va être très compliqué de se remettre dans la configuration j'affronte Francis Ngannou. Et ça, c'est là où Francis Ngannou, il a une chance à adopter. C'est peut-être que Stipe Miocic va prendre de mauvaises décisions. Parce que la stratégie que Stipe Miocic a adoptée contre Cormier sur ses 3 combats, elle n'a rien à voir avec celle qu'il a adoptée contre Francis Ngannou. Ouais, et entièrement raison, mon cher Polydomso. L'autre truc, moi, qui m'intrigue un petit peu avec ce combat-là, c'est que c'est vrai que jusqu'à maintenant, Francis, il y avait à chaque fois pour gagner le KO ou finir l'adversaire. On l'a jamais vu en gestion. Et d'être dans une situation où tu vois les rounds passent, mais les rounds passent, mais on se dit il est en contrôle parce qu'il a gagné ses rounds. Alors que Stipe Miocic, il l'a déjà fait. Et c'est vrai que ça aussi, moi j'ai envie de voir à Ngannou, on se dit pas juste le round est passé, mais il a juste perdu le round et ça veut dire que la stratégie de Francis ne fonctionne pas. Et ça aussi, il y a une approche qui est différente parce que ce que Francis doit faire, si le combat, on va dire, s'il ne couche pas Stipe Miocic au premier coup, c'est avoir une stratégie où justement, tu vois, tu vas récolter les dividendes au bout de quand même plusieurs minutes, sinon plusieurs rounds. Ouais. Et on l'a jamais vu faire ça jusqu'à maintenant. C'est même pas sûr qu'il puisse. Disons, son style ne le permet même peut-être pas en fait. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que moi je disais les coups au corps, les low kicks, peut-être équilibrer. Je pense pas que, attention, je pense pas que Ngannou se transforme en
en combattant d'usure et tout, ça convient pas du tout à son physique, à son style, à sa façon de dépenser son énergie. Mais néanmoins, ça peut pousser. En fait, la grande force d'Ngannou, c'est ses contres. C'est ça, c'est comme ça qu'il met KO ses adversaires, c'est les faire venir à lui en fait. Et le truc, c'est que dans la plupart de ses combats, il n'a pas besoin d'avoir une stratégie pour les faire venir à lui. Il approche, les adversaires paniquent, déclenchent trop tôt et se font corriger. C'est exactement ce qu'il avait dit, c'est je laisse le jeu venir à moi. C'est ça. Mais le problème, c'est que quand tu es face à un mec comme Stipe Miocic, le mec, il est trop fin, quoi. C'est un renard, quoi. Il va pas rentrer tête la première, tu vois. En plus, il a pas peur. Il panique pas. Renard. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il va désarmer ça. Il va désarmer le contre. Donc, en fait, il faut que Francis Ngannou trouve une autre méthode que simplement sa présence physique pour faire venir Stipe Miocic à lui tel qu'il l'attend en fait. Enfin, c'est pas venir à moi avec 10 000 feintes et je sais pas comment il va arriver. Tu vois. Il faut qu'il le pousse à s'exposer. Et ça, c'est pour ça que les punch au corps, les low kicks, tout ça, sont des armes qui vont permettre à Francis Ngannou de faire déclencher trop tôt ou dans une mauvaise position Stipe Miocic. Donc voilà, je voulais juste aussi peut-être, pour confirmer l'idée que j'avais développée sur le fait que Stipe Miocic a peut-être pas la meilleure préparation, disposition pour affronter Ngannou, c'est par exemple son poids. Est-ce qu'on va avoir en fait une information qui va être donnée quand il va faire sa pesée. Contre DC, il avait vraiment développé une approche où il avait perdu du poids, beaucoup, justement pour avoir plus d'activité, pour plus de vitesse, plus d'agilité, pour surtout tourner. Sur le deuxième, à partir du deuxième combat. Tout à fait, pour tourner autour de DC. Mais c'est vrai que cette stratégie, c'était souligné justement à très juste titre par Fernand Lopez, c'est pas la meilleure approche à avoir contre un mec comme Francis Ngannou qui a une telle puissance et qui s'entraîne à mort en fait et qui physiquement va avoir un avantage net. Donc je pense qu'on en saura déjà plus en fait sur l'approche qu'a eu Stipe Miocic par rapport à ce combat lorsqu'on aura sa pesée, qu'on aura son poids contre Francis Ngannou. Oui, complètement. Parce que c'est vrai que si il arrive à 104 kg comme l'a dit Fernand et que Ngannou arrive à 118, c'est pas 118 kg, je sais que ça va être horrible parce que je vais avoir l'impression de donner des noms comme ça, mais c'est pas 118 kg de Ben Roswell ou Roy Nelson, tu vois. Non, mais dans le sens, il est extrêmement athlétique, Francis Ngannou. Donc c'est 118 kg. Il n'y a rien acheté. Ouais, c'est 118 kg qui, quand ça se prôle, quand ça entre et que ça ressort, ça va vite. Et c'est pour ça que c'est 118 kg, mais sauf que c'est pas 118 kg gérable et immobile. C'est 118 kg que tu vas devoir gérer parce que ça arrive à très très grande vitesse en fait. Et c'est pour ça que je suis très curieux aussi. C'est vrai qu'honnêtement, le premier sprawl, si jamais il arrive à sprawler Francis, je suis d'accord avec Fernand, ça risque d'être impressionnant en fait. C'est clair, non mais on va être honnête, tu vois, tu vois, Francis Ngannou, il a un physique de Space Marine, quoi. C'est vraiment ça, tu vois. Non, mais c'est clair. Donc, effectivement, Stipe Miocic, il va devoir s'adapter. Et donc voilà, c'est super intriguant comme match-up pour tout ce qu'on vient de souligner. Et c'est pour ça que malgré tout ce que j'ai dit sur le fait que on ne sait pas vraiment, il y a beaucoup d'inconnus du côté d'Ngannou, mais je suis quand même plutôt du côté d'Ngannou sur ce combat. Même si, attention, si Stipe Miocic est favori, je le comprends tout à fait. Et je crois qu'il est underdog, il me semble. Oui, il est encore à nous. Moi, je sais pas, j'aurais mis favori, tu vois, mais c'est très chaud. C'est très chaud entre les deux. C'est pas de beaucoup. Sur le papier, étonnant. C'est étonnant. C'est la malédiction de Stipe Miocic. Il aurait été underdog vraiment toute sa vie, ce mec-là, alors il a probablement, très honnêtement, entre parenthèses, un des plus beaux palmarès qui soit en MMA poids lourd. Enfin, franchement, en tout cas le plus beau à l'UFC. C'est clair. Puis même quand tu regardes ceux qu'il a affrontés, en général, franchement, pour moi, il tutoie sans trop de honte Fedor et tout ça. Honnêtement, je dis ça. J'écorne peut-être une légende, mais honnêtement, ce qu'il a accompli, c'est magnifique. Son seul problème, toujours pour moi, c'est qu'à part Francis, il a affronté personne dans son prime. Ouais, donc je disais juste un très beau combat, même s'il l'a pas gagné, mais qui pour moi témoigne de la grandeur de Stipe Miocic. Son premier combat contre Junior Dos Santos, où Dos Santos était encore le Dos Santos qu'on connaît, et c'est très accroché comme combat. Et justement, il a su, après ce combat, apporter la bonne stratégie. Alors même s'il combat un Dos Santos, j'en conviens, qui est amoindri par rapport au Junior Dos Santos de la grande époque, n'empêche que la stratégie qu'il met en place pour le battre, c'est la bonne stratégie adoptée contre Junior Dos Santos. Et c'est ça la force de Stipe Miocic, c'est que à chaque combat, il arrive tout le temps avec un bon game plan, ou alors il arrive à le trouver en cours de route. La seule fois où justement il avait un game plan qui, pour moi, m'a laissé perplexe, c'est son deuxième combat contre DC. Mais il a su trouver en cours de route une façon de contourner la difficulté. En fait. Et le troisième, il était très très bon. En contrôle. Donc c'est ça, c'est qu'il est toujours bien préparé.
Et honnêtement, c'est un des meilleurs. Là, ça me tue un peu qu'il soit underdog contre Francis Ngannou. Pour moi, c'est le champion, il devrait être favori. Néanmoins, malgré ce que je viens de dire, le mec qui se contredit à chaque fois. Non, mais ce que je veux dire, pour moi, ça me tue qu'il soit underdog, mais ça n'empêche que, quelque part, dans ma position, je vais peut-être favoriser plus Francis Ngannou. Je suis juste étonné des paris. Non, mais c'est juste qu'il a toujours. En fait, c'est pas tellement par rapport à ce combat-là, c'est en général. En fait, il a tout le temps été underdog et ça me surprend, en fait. Enfin... Mais ça, du coup, ça fera une bonne adaptation cinématographique. L'éternel underdog. Alors, messieurs, pronostic. Moi, du coup, je mets Francis par KO au deuxième round. Ce qui serait super. Si on en parlait avec Rust et même Poidum, ce serait le scénario idéal parce qu'il aurait eu du temps dans la cage, enfin. Et je pense qu'avec ce genre de scénario, on fait OK, il a réussi à appliquer un bon game plan et à déjouer Stipe Miocic. Donc là, tac, tac, tac. Il coche toutes les cases. On rappelle quand même qu'il a 4 combats là, ces derniers 4 combats, il n'a pas dépassé, je crois, 45 secondes ou un truc comme ça. Enfin, c'est complètement délirant. Donc, à part confirmer que les mecs ont peur de lui, il n'y a pas eu grand chose. Ouais, c'est difficile de dire. Ouais, moi, pareil, je vais pas parier contre Ngannou. Là, je fais une déclaration d'intérêt comme en arbitrage. J'ai des intérêts dans le truc, mais j'ai du mal. J'arrive pas en fait à parier contre lui. C'est terrible. Alors, je me gourre peut-être justement sur ce que je viens de dire sur le fait que je considère que Stipe Miocic sur le papier doit être le favori. Mais je sais pas. Moi, ce qui me fait plus peur dans ce combat, en fait, et j'ai plus peur que ça se passe comme ça, c'est qu'en réalité, Stipe Miocic s'écroule lors d'un échange, en fait. Ouais. J'ai vraiment peur de ça, enfin peur, dans le sens ça me frustrerait en tant que spectateur, et ça me frustrerait aussi en tant que fan, ça me frustrerait aussi en tant que fan d'Ngannou, justement, qu'il n'ait pas ce scénario magnifique où il arrive à déjouer Stipe Miocic et à montrer qu'il est un combattant complet, et qu'il a fait justement tous les progrès que pour le moment on ne fait que soupçonner, en fait, finalement. Mais j'ai peur qu'en fait ce qui va se réaliser, c'est plutôt qu'il va y avoir un échange au premier round, il va y avoir un accrochage et en fait Stipe va tomber et je pense aussi. Il va y avoir un arrêt de l'arbitre. Moi je vois bien ticket au round 1, en fait. Très honnêtement, c'est le scénario que je vois se réaliser, en fait. Ouais. Idem. Je visualise un KO de Francis Ngannou contre Stipe Miocic, mais je pense que Stipe Miocic va gagner. Et je pense que Stipe va... C'est compliqué, mais je vais plus aller vers une... Qu'est-ce que te dit ton cœur ? Mon cœur me dit Francis, mais après tu vois la raison, pour le coup. La raison te dit Miocic ? La raison me dit Miocic, mais d'un autre côté, en fait, la raison me dit Miocic, mais d'un autre côté, je suis en train de me dire 5 rounds pour Stipe, avec un Francis qui sera quand même beaucoup moins chien fou que la fois précédente, et on se souvient du 3e round où, mine de rien, la tête de Miocic a fait un peu Bill Bokeh. Je pense que tu vois là, un Francis qui est quand même bien moins cuit. Il y a ce même coup-là au 3e, c'est pas la même mayonnaise. Et je vois mal quand même Stipe tenir 25 000 contre Francis. Enfin, mais Francis alors ? Ouais, je mets Francis alors, mais tu vois, j'exclus vraiment. En fait, j'ai vraiment. C'est ça qui est très compliqué avec ce combat-là, c'est que j'ai vraiment peur, tu vois. Je pense aussi à l'après et à nos pronostics légendaires. Et que les gars, faut se pas regarder Francis. Non, mais moi, je vais dire, si c'était le Stipe près la trilogie d'ici, moi je mettrais Stipe. Honnêtement, je préfère être transparent. Si c'était le Stipe qui n'a pas connu ces deux guerres et qui n'est pas justement psychologiquement là-dedans, dans le fait qu'il a dû affronter la même personne pendant 3 ans, quoi, en gros c'est ça, je mettrais Stipe gagnant par décision unanime, vraiment sans hésiter. Mais là, dans cette situation-là, avec un Francis qui revient et qui est en forme, et Stipe qui est un peu je pense honnêtement sur la fin de sa carrière, je pense pas il décline pas, combats, je pense. Mais je pense pas qu'il ait beaucoup de combats encore dans le réservoir. Et dans ce cas-là, moi, c'est ça qui me dérange un petit peu, mais je pense que ça va être très anticlimatique, en fait, comme combat. C'est la façon dont je vois les choses. Je pense qu'on va avoir un round, et ça va pas nous en dire plus, en fait, sur Francis Ngannou. Et c'est à mon grand regret. Ouais. Francis Ngannou par KO au premier round. C'est mon pronostic. Il m'a convaincu. Polydomso m'a convaincu. La langue de velours. Ouais. On réagissait que sur ça, par contre. Non, moi c'était par rapport à Django. Non, complètement. Mais mine de rien, je n'exclus pas quand même que Stipe Miocic soit solide quand même. Sorte la masterclass, c'est toujours une possibilité. Ouais, non, parce que c'est dans quel état va-t-il être ? Et puis,
Ouais, non, après, What's Next, c'est quand même intéressant parce que le vainqueur va affronter John Jones. Mais ça, c'est une autre histoire. on a terminé, messieurs? Ouais. I Big... think Et so. bah, formidable. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 38% sur tout My Protein avec le code de la sueur. Venom, Shadow Je voulais faire Venom. Ouais, moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. À très très vite pour de nouvelles aventures. Un podcast des enfers. Vous allez voir, il y a eu quelques coupures pour différentes raisons.